Le personnage de Sam, qui est interprété par Nassim Lias, c'est un jeune prisonnier de la prison de Fresnes qui est enfermé en fait pour deal de drogue. Il a fait 5 ans et là il est en voie de pouvoir ressortir. Donc il est testé, on lui trouve un travail sur un chantier. Malheureusement, son passé va le rattraper et l'obliger à fuir vers la Thaïlande. On a beaucoup discuté avec les autres acteurs. Par exemple, pour Laurine Nounet, qui a été castée pour le personnage de Mia, on a travaillé sur sa backstory, on a travaillé sur son jeu. Elle est d'origine laotienne, elle est franco-laotienne. Donc en fait, pour moi, c'était important qu'elle puisse parler thaïlandais. Et en fait, elle a vraiment pris beaucoup de temps pour apprendre, pour travailler. Elle a travaillé énormément pour être capable d'interpréter ce personnage. Elle a été géniale. Ensuite, pour Vitaya et pour Pooh, on a beaucoup discuté des backstories des personnages, de la culture thaïlandaise, parce que moi je suis pas thaïlandais, mais je me suis renseigné. Et en fait, on a énormément travaillé sur la symbolique des amulettes, sur qu'est-ce que ça représente, comment ça marche administrativement parlant, la possibilité d'acheter des terrains là-bas. Donc en fait, on s'est vraiment renseigné sur les coutumes et la culture locale. Et ensuite, pour le personnage d'Olivier Gourmet, pareil, c'était un travail d'immersion, de chercher finalement à la logique de ce personnage. En fait, qu'est-ce qui le motive, d'où il vient, qui il est. Donc on a pareil travaillé sur une backstory. Et je voulais pas que ce soit un méchant juste pour être méchant, mais je voulais que ce soit quelqu'un qui vit sa vie de manière normale. Il est dans ce pays où il peut faire ce qu'il veut. Et donc lui, il est très heureux de vivre là-bas. Il est très à l'aise. Il a pas de pression. Il met pas de pression à personne, sauf quand il a besoin de quelque chose. Et là, dans le film, il a besoin de quelque chose et il tend un piège à quelqu'un. Et donc là, toute l'intelligence du jeu d'Olivier vient de jouer sur les sous-entendus et les silences. C'est plus par rapport à l'histoire en fait, c'est pas que par rapport au personnage. C'est-à-dire que l'idée c'est d'être au plus proche du personnage de Nassim parce qu'on est de son point de vue en permanence, et donc à partir du moment où on est du point de vue d'un personnage, c'est respecter ce point de vue. Et ensuite la mise en scène en elle-même a ce côté sur le vif, très documentaire. Je voulais absolument qu'on soit dans de l'authenticité pour plonger le spectateur dans une ambiance la plus réaliste possible. Donc c'est une intention de mise en scène sur la globalité du film et pas uniquement motivé par les personnages. Le personnage qui influence le plus la mise en scène, c'est vraiment Sam. Il n'y a que lui. Après, il y a un point de vue qui bascule à un moment donné avec le personnage de Laurine Nounet, donc de Mia, qu'on voit un matin en train d'ouvrir en fait son restaurant, de compter l'argent. C'est la seule fois où on va changer de point de vue pour pouvoir montrer l'importance qu'elle a dans l'histoire, montrer qu'elle est un enjeu essentiel à notre histoire. Mais sinon, on est en permanence du point de vue de Sam, un peu comme dans Taxi Driver finalement, où on ne quitte pas le personnage de Travis Bickle, joué par Robert De Niro. Donc là, l'idée, c'était vraiment de tenir un parti pris de mise en scène qui est on ne bascule pas de point de vue, et si on bascule, finalement, c'est pour une raison. Et la seule bascule, elle vient avec Laurine à un moment donné. Et donc, ce personnage de Sam, étant donné qu'il est très nerveux, paranoïaque, il impose finalement un filmage à l'épaule, il impose une prise sur le vif qui est le moteur et la mise en scène, l'écriture, je dirais, visuelle de Farhang. En fait, le processus du travail sur les séquences d'action, ça vient vraiment d'un travail qu'on peut faire sur les prévises avec Jude Poyer. Donc en gros, moi je lui donne l'intention et la narration de la séquence. Quelle est l'émotion qu'on doit ressentir quand on va voir cette séquence-là? Et Jude, un peu comme un musicien, il a écrit une sorte de symphonie de la violence, on va dire, où il va designer la séquence. Et donc le design de l'action, pour que les gens comprennent bien, c'est quoi? C'est-à-dire, designer, c'est faire une chorégraphie en fonction de ce qui doit se passer dans l'image. Mais en plus de la chorégraphie, il faut savoir la filmer. Donc trouver une manière de filmer cette chorégraphie. Et ça, c'est l'équipe de Jude et Jude qui savent au mieux comment filmer et monter cette séquence-là. Donc en fait, on leur livre la scène. En gros, on leur dit, voilà, nous, on a besoin, moi j'ai besoin de cette séquence-là, de cette manière, enfin je vais dire que narrativement il doit se passer ça,
Et le résultat à la fin, c'est ressentir cette émotion-là. Et lui, à l'intérieur de ça, il a une liberté de création absolue pour pouvoir me proposer une scène la plus folle possible. Et quand il est arrivé avec la séquence de l'ascenseur, où on a rajouté l'enjeu du pistolet, il y a eu plein de choses. En fait, Jude est arrivé avec cette séquence et je crois qu'il a travaillé 2 mois et demi, 3 mois dessus. Et pour 2 minutes, c'est un travail énorme qu'il a fait, où il détaille, il fait un dépouillement de chaque nécessité par plan, que ce soit les effets spéciaux. Donc en fait, il nourrit dans le design de l'action tous les départements. Comme ça, on sait exactement ce dont on a besoin. Et à partir de là, on sait exactement comment filmer l'action parce que Jude l'aura anticipé. Il l'aura même monté. Et sur le plateau, le boss, c'est la prévise que Jude a faite. C'est-à-dire qu'on suit cette prévise à la lettre, on la recrée complètement. La prévise, c'est tourné avec un téléphone. Et une fois qu'on est sur le plateau, on va la faire avec les vrais effets, les vraies caméras, les vrais objectifs, souvent un 18 mm pour la dynamique de la séquence et la lecture de l'action. C'est-à-dire qu'un grand angle dans le cinéma de Hong Kong, finalement, l'action est souvent très immersive parce qu'elle est filmée au grand angle. Et Jude vient de cette culture-là. Il a été cascadeur à Hong Kong, donc il connaît exactement les méthodologies de tournage de ces scènes. Et donc c'est pour ça que c'est pour moi un maître absolu. Je disais tout à l'heure, c'est un Leonardo de Vinci de l'action, en fait, de la violence. Et donc il a vraiment compris d'un point de vue du storytelling pur qu'est-ce que devaient représenter ces séquences, parce qu'il est très cinéphile, donc il comprend l'importance dramaturgique de chaque scène. Et donc l'idée, c'était de ne pas faire des scènes qui s'étirent dans l'action, mais avant tout des scènes qui font sens narrativement. Le plus compliqué, c'est de tenir, c'est comme sur tous les films, c'est de tenir un plan de travail qui est souvent réduit pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Mais on va dire que l'expérience de Gangs of London m'a permis de pouvoir anticiper les besoins qu'on allait avoir en termes de plan de travail sur le film et la collaboration avec Jude sur les séquences d'action, parce que c'est le cœur du film. C'est, on va dire, le modus operandi du film, c'est de montrer cette ultra-violence au milieu de ses émotions, de ses personnages. Il fallait absolument qu'on trouve le temps nécessaire dans le plan de travail pour pouvoir faire ces séquences d'action et en même temps raconter l'histoire et en même temps créer l'émotion. Donc c'était hyper important de générer cette émotion-là. Et en fait, une fois qu'on est en Thaïlande, on s'organise, mais il n'y a pas de problème majeur parce que les équipes sont super pros. Les gens là-bas sont incroyables. C'est des techniciens de très haut niveau. On avait un cadreur exceptionnel. On avait des assistants caméra exceptionnels. Toute l'équipe, franchement, moi, j'ai halluciné. On avait vraiment des super pros parce que ils ont l'habitude des tournages, ils font beaucoup de très gros films et donc ils sont excellents, vraiment. Pour moi, c'est un des plus grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma. C'est quelqu'un qui a complètement digéré le néoréalisme italien et le documentaire, parce qu'il vient du documentaire et c'est un grand cinéphile. Et c'est vrai que ses films, en fait, sont toujours installés dans une réalité qui permet de croire à l'histoire qu'il va nous raconter. C'est-à-dire la puissance de Friedkin, c'était vraiment d'installer une réalité dans ses films qui les rendait hypnotiques et authentiques. Quand tu regardes Police fédérale Los Angeles, quand tu regardes French Connection et L'Exorciste, c'est tout le temps installé dans une réalité quasi documentaire. Et on le voit vraiment dans Sorcerer, qui est pour moi un de ses chefs-d'œuvre. Enfin, je dirais même, je pense que Sorcerer, c'est mon film préféré de Friedkin avec L'Exorciste. Mais voilà, je pourrais revoir tous ses films. Je trouve ça je trouve il a fait un travail extraordinaire. Et c'est quelqu'un qui avait une puissance cinématographique en lui. Il était habité par ses films, mais parce qu'il faisait ses films comme s'il faisait du documentaire et il était en recherche de vérité. Tout ce qu'il montrait, tous les moments qu'il filmait devaient être authentiques et réels. Et la force de Friedkin, c'est d'aller chercher cette réalité-là en permanence. Et ses films sont si hypnotiques et importants parce qu'ils étaient installés dans un réalisme absolu qui faisait qu'on croit à toutes les situations. Et L'Exorciste reste un des films les plus terrifiants de l'histoire du cinéma parce qu'il est complètement installé dans un réalisme et une authenticité tellement brute qu'on a l'impression que tout ce qu'on voit est réel. Et là, la puissance du cinéma de Friedkin vient de ce réel.